Conférence de presse de Sergueï Lavrov. Un discours clé sur la géopolitique mondiale. De retour d'une visite stratégique au Qatar, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'exprime sur les grandes crises internationales. Dans cette conférence de presse incontournable, il aborde des sujets majeurs: les relations entre la Russie et le Qatar, le conflit en Ukraine et les tensions avec Washington, la situation explosive en Syrie et les perspectives de paix au Moyen-Orient. Un échange franc, des analyses percutantes et des déclarations qui pourraient bien rebattre les cartes de la diplomatie mondiale. Écoutez son discours et partagez votre avis en commentaire. Chers collègues, nous avons terminé notre visite à Qatar, où nous avons connu des rencontres avec le Premier ministre du Qatar et le ministre des Affaires étrangères, qui est aussi un représentant du gouvernement du Qatar. Nous avons une bonne relation depuis longtemps. Aujourd'hui, le sentiment pour leur développement mondial a été confirmé à la base des accords qui ont été reçus au cours des derniers contacts entre le président Poutine et le Premier ministre du Qatar. Aujourd'hui, nous avons aussi parlé de la continuité des rencontres à différents niveaux, sur différents sujets. La plus prochaine tâche est d'organiser une prochaine réunion de la Commission intergouvernementale pour le travail économique. Elle sera planifiée pour le mois prochain à Moscou. Il y aura également des contacts à travers les lignes intergouvernementales. Nous gardons toujours à l'esprit l'opportunité de faire des rencontres au plus haut niveau. C'est un intérêt pour les deux côtés. Nous avons décidé d'activer le travail dans tous les domaines, d'abord dans le domaine économique, énergétique, dans le cadre d'organisations comme le Forum des États-Unis pour l'exportation de gaz, et dans d'autres domaines de notre coopération économique, y compris la coopération entre l'Agence d'investissement du Qatar et le Fonds russien de l'investissement direct. Dans les plans, il y aura beaucoup d'échanges humanitaires, de tournages et d'autres événements culturels. Nous avons parlé beaucoup et en détail des affaires du Moyen-Orient, surtout en ce qui concerne le processus qui se déroule dans la République arabe syrienne après la change de gouvernement. Nous sommes intéressés à ce que ce processus ne soit pas contrôlé, à ce qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, car les risques restent. Il y a encore des conflits entre les groupes, après l'installation de la nouvelle gouvernement au Damascus. Certaines parties de la territoire syrienne souhaitent se séparer du Moyen-Orient. Cela concerne non seulement les Kurdes qui, pendant de longues années, avec l'administration de Biden, ont exprimé l'idée du séparatisme, ce qui n'est pas acceptable pour tous les pays de la région, car cela peut mener à une grande guerre, mais aussi d'autres groupes ethno-confessionnels. Il n'est pas adéquat d'utiliser la situation actuelle pour déclencher ces droits à une certaine autonomie. Pour améliorer ce processus et améliorer l'équilibre, les dirigeants syriens ont récemment organisé le Congrès national syrien, où, comme ils l'ont annoncé, ont été présents toutes les forces politiques et ethno-confessionnelles de la Syrie. Une déclaration a été prise, qui, dans le sens positif, implique que l'ensemble des groupes syriens fassent un travail transparent, en participant à tous les groupes. Cela permettrait de créer des conditions pour le développement social et économique, pour lutter contre les difficultés qui ont été inouïes avant tout à cause des sanctions unilatérales que les États-Unis et les Européens ont mises en place contre le gouvernement de Bachar al-Assad. Nous avons évoqué à l'Organisation des Nations Unies que toutes ces sanctions soient immédiatement éliminées. Ils n'ont pas été menacés par Bachar al-Assad et son gouvernement, mais par le peuple syrien. Ils continuent de faire la même chose avec un gouvernement que le Moyen-Orient considère plus acceptable que le gouvernement précédent. Nous allons mettre ce sujet en question et lutter pour l'élimination de ces sanctions unilatérales sans aucun conditionnement, car les Européens ont essayé d'exprimer des demandes de la sorte que tout éloignement dans le régime de sanctions devait signifier l'exploitation de la Russie de la République arabe syrienne. C'est la même mentalité que l'Europe a remarquée au cours des dernières années, soit avec nous, soit contre nous. C'est ce qui s'est passé avec la préparation de l'Union européenne pour lutter contre la Russie. C'est ce qui s'est passé dans d'autres situations. Cette mentalité a toujours été dégradante dans tous les processus. Lorsque l'Union européenne, comme nous l'avons dit aujourd'hui avec l'émir, et avec le ministre de l'Intérieur, a changé la position des forces politiques, ce qui s'est déroulé lors de l'élection de l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne a tout de suite essayé de détruire cette tendance. Elle a annoncé de nouveaux grands paquets d'aide militaire à Kiev. Elle l'a étendu pour continuer les batailles.
Elle a directement annoncé, comme l'a fait l'exemple du ministre de l'Intérieur, que dans cette situation, pour l'Ukraine, le monde est pire que la guerre. C'est pourquoi le rôle de l'Union européenne dans l'effondrement des crises et la réputation de l'Union européenne qui a mérité des centaines d'années de développement de l'humanité, reste dans le même état. Nous voulons que tous les joueurs extérieurs, les Arabes, le Moyen-Orient, la Chine, la Russie et l'Iran, contribuent à la normalisation de la situation en Syrie. Nous savons que les dirigeants syriens, comme nous l'ont confirmé les interlocuteurs du Qatar, sont intéressés à ce que l'aide à la réforme et à l'aide au processus de normalisation de l'atmosphère à l'intérieur de la pays soit faite de manière équilibrée et balancée, pour que personne n'essaie de subvenir à ces processus pour ses objectifs géopolitiques. La Syrie ne veut plus être un territoire où se résolvent les problèmes géopolitiques des joueurs extérieurs. Nous avons également investi plus d'attention dans une autre question, c'est la situation du règlement palestino-israélien dans les relations entre l'Israël et le Liban. Nous sommes très inquiets que chaque jour l'armée israélienne fasse des pas supplémentaires qui ne sont pas prévus avec les accords avec le Hamas et le Liban, et qui créent des faits sur la terre qui contredisent les accords et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur les affaires palestiniennes et sur les problèmes libanais. En ce sens, le Qatar et la Fédération russe partagent la nécessité de transporter le processus dans le cadre de l'observation des principes approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. La question de la création d'un pays palestinien est une question clé. Si l'on essaie d'arrêter ces décisions du Conseil de sécurité et de remplacer la création d'un pays palestinien par le déplacement palestinien dans la région, cela n'est qu'une bombe de réaction décelée, comme cela s'est passé plusieurs fois au cours de longues décennies, de l'ignorance des demandes sur les deux décisions des pays. Dans ce sens, nous continuerons une consultation avec le Qatar. C'est un dialogue très utile entre la Russie et la Ligue des États arabes dans le cadre d'un format commun. Toutes les questions qui demandent l'accord sont abordées par nos experts tous les jours. Nous allons utiliser nos capacités à l'échelle mondiale, notamment l'Organisation des Nations Unies, pour que les procédés se déroulent dans un cadre constructif. Pour l'instant, cela n'est pas en train de se dérouler. Nous connectons l'espoir avec la conférence de la Ligue des États arabes qui se déroule en Cairo où nous discuterons la thème du secteur du gaz à l'avenir dans le contexte des initiatives de la Ligue des États arabes jusqu'à sa conversion en zone touristique. Les Arabes souhaitent protéger les droits des Palestiniens de vivre sur leurs terres. Le 14 mars, la Ligue des États arabes et l'organisation islamique s'uniront à l'Istanbul et se dérouleront pour régler les relations dans toute cette région. Israël-Palestine, Israël-Libanon, Israël-Syrie. Les représentants israéliens, comme ils ont décidé de s'arrêter au sud de Libanon, les forces armées israéliennes sont maintenant au sud de la République arabe syrienne. Tout cela crée de nouvelles situations et demande non seulement de réfléchir, mais aussi d'établir des pas constructifs qui considèrent les intérêts de la sécurité et le développement de tous les pays de la région, y compris Israël. Mais il n'est pas nécessaire de résoudre les questions de sécurité et de développement à l'échec de la sécurité et du développement des autres. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, nous avons évoqué la reconnaissance de la ministre du Travail étrangère, la ministre première, et la gratitude pour les efforts qu'ils font sans promotion, pour le travail, pour aider à résoudre les questions humanitaires en relation entre la Russie et l'Ukraine, notamment, avant tout, les questions concernant le retour des enfants dans leur famille. Cette opération sera continuée, nous l'avons dit aujourd'hui très clairement. Nous saluons toujours les initiatives qui, parmi les meilleures propositions, sont proposées par les pays de la région. En plus de Qatar, les États-Unis et l'Arabie saoudite travaillent ici de manière utile. Nous considérons que c'est une manifestation de bonne volonté, qui s'appuie surtout sur les personnes victimes du conflit. En ce qui concerne d'autres moyens de soutien de Qatar, nous n'attendons pas de grands pas. Nous attendons que nos collègues européens arrêtent de mentir sur le fait que la Russie bloque les négociations. Le président Poutine a répété plusieurs fois ces affirmations falsifiées, en rappelant que les négociations ne sont pas acceptées par la gouverne d'Europe ukrainienne.
En plus de la décrotion de Zelensky, qui prohibit les négociations avec la Fédération russe, nous entendons tous les jours des affirmations qui indiquent qu'il ne faut pas s'asseoir sur le tableau des négociations, qu'il faut d'abord assurer l'excellence sur le terrain. C'est ainsi que les pays européens promènent leur politique à l'aujourd'hui dépassée en Ukraine. C'est pourquoi nous pensons que la meilleure aide pour ceux qui veulent aider sincèrement à régler le conflit est d'être conscient de ces raisons. La première raison de ce conflit, comme l'a fait le président Trump dans ses récentes émissions, en mentionnant l'expansion de la NATO et l'essai d'assassiner l'Ukraine par l'Alliance Nord-Atlantique. La plus grande erreur de l'administration de Biden est l'une des raisons clés de ce conflit. Aujourd'hui, nous avons encore une fois attiré l'attention de l'Union européenne à l'une des raisons clés que le Moyen-Orient a refusé depuis très longtemps. C'est le cours de ce régime qui est arrivé à la fin de la Révolution, à l'extermination de tout le russe, dans le domaine de l'éducation, de l'information, de la culture. En plus, il y a eu une récente banque canonique de l'orthodoxe ukrainien. C'est indirectement violé de la loi de l'ONU qui demande la respect des droits de l'homme, notamment des droits linguistiques et religieux. Aucun d'entre les représentants du Moyen-Orient ne parle de cela. C'est pourquoi l'expansion de cette vérité, l'apprentissage des faits, et l'apprentissage de ces premières raisons sera, de l'unité de chaque pays, le meilleur investissement dans la création des conditions pour réguler ce conflit de la manière la plus juste. Vous aviez une autre question? Une autre question sur l'énergie, sur la coopération dans le domaine de l'énergie. Le Qatar est l'un des plus grands partenaires de Rosneft, c'est un processus stable. Doha est l'entreprise du Forum des États exporteurs de gaz. C'est une structure très importante que nous apprécions pour la harmonie sur le marché des énergies, notamment de la nature. De plus, la coopération de l'Agence d'investissement du Qatar et du Fonds russien de l'investissement direct permet d'effectuer des projets d'environ $1 milliard. Plusieurs projets sont en train d'être considérés à l'avenir. Il est possible d'agir sur de nouvelles formes d'énergie, mais c'est à la décision du ministère et de la compagnie. Nous ne pouvons pas considérer d'autres options. Je ne sais pas ce que Macron a dit. Il n'a pas joué son rôle très convaincant à Washington. Mais quand le président Trump a abordé cette question à la conférence de presse, comme je l'ai lu, il a dit que la décision d'établir des forces pacifiques n'est possible qu'avec l'accord des deux côtés, nous et l'Ukraine. Personne ne nous demande cela. Je pense que cette approche qui est imposée par les Européens et par la France et par les Anglais est destinée à élargir le conflit et à l'arrêter. Macron a annoncé à Washington la nécessité d'une réconciliation et d'établir des forces pacifiques. Ensuite, il a parlé des territoires, des faits des gens, et d'autres principes de réglementation. C'est une blague. On ne peut pas suivre l'accord qui est destiné à l'achat d'un seul objectif, de renforcer l'armement de l'Ukraine. Le 24 février, une grande délégation de l'Europe est arrivée pour annoncer des milliards d'armes. Lorsque les États-Unis proposent une résolution pour qu'il s'agisse du monde, l'Europe a voté contre et a ensuite confirmé qu'elle ne voulait pas de monde parce que ses soignants n'ont pas réalisé leurs objectifs. Mais ces objectifs changent. Il y a quelques années, la Russie a été dénoncée stratégiquement et les États-Unis et la NATO répétaient comme si ce n'était rien. Maintenant, Macron a dit à Washington qu'il fallait améliorer la réglementation et qu'elle ne devait pas ressembler à une capitulation. Les gars s'orientent rapidement, mais pas sur tout. Les discussions sur des forces pacifiques ne sont pas concrètes. Il est important de détruire la cause principale du conflit. Ce n'est pas l'absence de forces pacifiques, ce n'est pas ce que j'ai dit à l'invitation de l'Ukraine à l'Assemblée nord-atlantique avec l'objectif d'améliorer sa territoire pour la création d'infrastructures militaires pour lutter contre la Russie et de détruire totalement les droits des Russes et des russophones. Il y a des gens qui disent qu'il est bien d'avoir des idées et qu'il faut laisser la ligne de contact entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Nous avons une constitution basée sur la volonté des gens. Ce qui reste de l'Ukraine doit aussi être libéré des lois russes. Il y a des gens qui veulent préserver les traditions de leurs ancêtres qui ont été élevés dans la culture russe. C'est pourquoi il faut parler d'une simple chose comme le placement des armes.
Il y a des gens qui disent qu'une partie de ces armes va être utilisée dans les 4 régions de la Russie. Est-ce que la Russie a une possibilité de faire ça ou est-ce qu'il faudra le retour de ces armes? La seconde question est la suivante. Le Washington est en train de préparer un accord pour changer les armes. En même temps, une grande partie de ces armes se trouve dans les 4 régions de la Russie. Au cours de la rencontre, le président de l'Assemblée américaine a évoqué la question des armes. Quand le président de l'Assemblée américaine a invité les investisseurs à participer à des projets dans les 4 régions de la Russie, il a bien entendu dire que tout le territoire de la Fédération russe devait y participer. Cette question n'a pas été abordée lors de la rencontre au Royaume-Uni, mais le président de la Fédération russe a évoqué la nécessité d'éliminer les obstacles pour le développement des relations économiques et économiques. Il a dit que la Russie n'avait pas besoin d'éliminer les obstacles pour le développement des relations économiques et économiques. Il a dit que la Russie n'avait pas besoin d'éliminer les obstacles pour le développement des relations économiques et économiques. Il a dit que la Russie n'avait pas besoin d'éliminer les obstacles et économiques. Une autre remarque intéressante de Macron qui a dit beaucoup de choses nouvelles. Quand il a été demandé de ne pas toucher les actifs russes arrêtés en Europe, il a dit que ce serait une violation des droits internationaux. Mais l'argent qu'ils reçoivent peut être utilisé pour soutenir l'Ukraine. Nous voulons demander à nos collègues français de nous expliquer dans quels documents ils peuvent utiliser l'argent qu'ils ont emprisonné. Quand est-ce que la Russie va-t-elle insister sur le retour des actifs russes? La conférence de presse de Sergueï Lavrov, suite à sa visite au Qatar, offre une vision approfondie des priorités stratégiques de la Russie dans un contexte géopolitique complexe. Tout d'abord, Lavrov a souligné l'importance des relations bilatérales entre la Russie et le Qatar, notamment dans les domaines économiques et énergétiques. Les discussions sur la coopération gazière, via le Forum des pays exportateurs de gaz, montrent une volonté de stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie. Cette alliance énergétique renforce la position de la Russie face aux sanctions occidentales, tout en consolidant le rôle du Qatar comme médiateur clé dans les affaires internationales. Cependant, cette coopération pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques, notamment en Europe, dépendantes des ressources énergétiques russes et qatariennes. Ensuite, Lavrov a réitéré les accusations russes contre l'administration Biden et l'OTAN, qu'il considère comme responsable de l'escalade du conflit en Ukraine. Il a critiqué l'envoi massif d'armes à Kiev par les Occidentaux, affirmant que cela prolonge la guerre plutôt que de favoriser une solution diplomatique. Cela dit, la Russie cherche à justifier ses actions en Ukraine en pointant du doigt l'expansion de l'OTAN et les sanctions occidentales. Pourtant, cette position est largement contestée par la communauté internationale et le refus de Lavrov de reconnaître la responsabilité de la Russie dans le conflit montre un fossé diplomatique profond, rendant toute négociation difficile sans médiation extérieure. Par ailleurs, Lavrov a exprimé son soutien au gouvernement syrien de Bachar al-Assad, appelant à la levée des sanctions occidentales qu'il juge néfastes pour la population syrienne. Il a également évoqué le Congrès national syrien comme une étape vers la réconciliation interne. Dans ce contexte, la Russie cherche à consolider son influence en Syrie, tout en critiquant les interventions occidentales. Néanmoins, bien que la stabilisation de la Syrie soit cruciale, la légitimité du gouvernement d'Assad reste un point de discorde majeur avec les pays occidentaux et certains acteurs régionaux. De plus, Lavrov a réaffirmé le soutien de la Russie à la création d'un État palestinien, critiquant les actions israéliennes qu'il juge contraires aux résolutions de l'ONU. Il a également exprimé des inquiétudes concernant les tensions entre Israël, le Liban et la Syrie. Ainsi, la Russie se positionne comme un acteur neutre et médiateur au Moyen-Orient, cherchant à équilibrer ses relations avec Israël et les pays arabes. Cependant, cette position reste limitée par l'influence prédominante des États-Unis dans la région. En outre, Lavrov a vivement critiqué l'Union européenne pour son soutien à l'Ukraine et son rôle dans l'imposition de sanctions contre la Russie. Il a accusé l'UE de prolonger le conflit et de chercher à affaiblir la Russie. Ces critiques reflètent l'isolement croissant de la Russie sur la scène internationale et son rejet des politiques occidentales. Par conséquent, le ton hostile de Lavrov envers l'UE montre que les relations entre la Russie et l'Europe resteront tendues dans un avenir proche, avec peu de perspectives de réconciliation. Enfin, Lavrov a salué les efforts humanitaires du Qatar, notamment en ce qui concerne le retour des enfants ukrainiens séparés de leur famille. Il a également appelé à une coopération internationale pour résoudre ces questions. Ce point montre une tentative de la Russie de se présenter comme un acteur humanitaire, malgré les accusations de violation des droits de l'homme en Ukraine. Toutefois,
Bien que louable, cette initiative reste entachée par le contexte général du conflit et les accusations de déportation forcée. En conclusion, la conférence de Lavrov reflète une stratégie russe visant à renforcer ses alliances régionales, notamment avec le Qatar, à critiquer l'Occident et à justifier ses actions en Ukraine et en Syrie. Cependant, le discours reste marqué par une rhétorique défensive et une absence de concession, ce qui limite les perspectives de dialogue avec les pays occidentaux. Et vous, qu'en pensez-vous? La Russie est-elle un acteur crédible pour la paix au Moyen-Orient? Les sanctions occidentales contre la Russie et la Syrie sont-elles justifiées? Comment voyez-vous l'avenir des relations russo-qatariennes? Laissez votre avis en commentaire et rejoignez le débat. À très bientôt.